de la reconstruction du sein avec le docteur Isabelle Sarkozy, voilà, qui arrive à l'instant à l'écran. Bonjour. Et qui est chirurgien esthétique et plastique et qui opère des patientes, qui va nous expliquer comment elle reconstruit les seins ou du moins les décolletés des patientes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Bonjour Isabelle. Bonjour Véronique. Écoutez, d'abord, j'ambitionne de reconstruire les seins et pas les décolletés, et pas que les décolletés. On peut faire une reconstruction que de décolletés, mais normalement, dans la plupart des cas, on arrive à faire une reconstruction du sein. Bon, donc on a eu un live déjà il y a quelques jours avec Séverine Alran qui est oncologue, qui nous a un peu parlé des différents traitements. Et du coup, on est très intéressé de savoir quelles sont les possibilités qu'on peut proposer aux patientes qui ont des chirurgies plus ou moins délétères, plus ou moins délabrantes, c'est-à-dire qui abîment plus ou moins le sein, et de quelle manière on peut reconstruire leur sein pour qu'elles gardent leur aspect féminin, qu'elles soient satisfaites du résultat malgré la maladie. Alors, il faut savoir d'abord qu'on peut reconstruire toutes celles qui veulent. Ça signifie qu'il a été prouvé que la reconstruction ne gênait pas la surveillance, ne modifiait pas le pronostic et globalement, ce sont des interventions qui sont relativement superficielles, donc peu invasives. Il y a deux questions qui se posent, une fois qu'on sait que c'est qui, toutes celles qui veulent, c'est quand et comment. Quand, il y a deux types de reconstruction. Les reconstructions immédiates, où la reconstruction se fait dans le même temps que la mastectomie, et les reconstructions différées, où la reconstruction se fait à distance. À distance, c'est-à-dire quand elles ont eu leur intervention, éventuellement la chimio et la radiothérapie, c'est ça? Voilà, s'il n'y a qu'une intervention chirurgicale, on attend en général 3 mois minimum après la fin de l'intervention chirurgicale, le temps que les tissus cicatrisés soient moins inflammatoires. S'il y a d'autres traitements, on attend en général, je dirais aussi 2 ou 3 mois après une chimiothérapie, mais surtout au moins 6 mois après la fin de la radiothérapie. Parce que la radiothérapie va créer une inflammation des tissus et qu'il n'est pas bon d'opérer immédiatement après. Parce que ça peut empêcher la cicatrisation. Ça va gêner la cicatrisation, ça va gêner toute l'intervention. Alors, en fait, on pourrait reconstruire tout le monde en immédiate et on le fait s'il y a une demande particulière. Le plus souvent, on fait en reconstruction immédiate des patientes qui n'auront pas de traitement trop lourd après, mais on fait de plus en plus de reconstruction immédiate. Les contre-indications réelles à la reconstruction immédiate sont faibles. Et à distance, il n'y a pas de limite de temps. Il y a des femmes qui demandent des reconstructions le plus vite possible après la fin de leur traitement. Et puis, il y a des femmes qui souffrent un peu ou ne le font pas. Enfin, on peut faire des reconstructions 20 ans après une mastectomie. Et donc, ça n'empêche pas la potentielle chimiothérapie ou radiothérapie, le fait d'être reconstruit immédiatement, d'avoir une reconstruction immédiate par une prothèse ou par une technique différente qu'on va voir, n'empêche pas les traitements complémentaires, les traitements adjuvants. Alors d'abord, dans certains cas, on fait des séquences inversées, c'est-à-dire qu'on fait précéder certains traitements, on les met avant la chirurgie, sachant ça. Sinon, ça n'empêche pas, mais il est certain que une mastectomie, c'est un acte qui est assez léger. Une mastectomie reconstruction immédiate est un acte un peu plus lourd et que s'il y a des complications, même minimes, à cet acte, ça va retarder la suite des traitements. C'est ça qui peut nous ennuyer. D'accord. Et ça, on peut le prévoir? S'il y a des complications? Ouais, non, a priori, on part pour qu'il n'y ait pas de complications. Mais on peut avoir de petites difficultés de cicatrisation ou des tas de petites choses. Et tant que ce ne sera pas réglé, on ne pourra pas commencer la suite des traitements. Donc, c'est ça qui nous empêche quelquefois de faire des reconstructions immédiates. Mais donc, si vous le prévoyez, c'est parce que la patiente a éventuellement du diabète ou elle est trop forte, enfin, il y a des risques de complications? Non, c'est évident que plus quelqu'un va cumuler les risques de complications, moins on va se lancer
dans une reconstruction immédiate. Ouais. Mais c'est toujours, comme toujours en médecine, le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire à quel point c'est important pour la personne et à quel point on subodore que ça peut être un peu plus compliqué dans ce cas-là. D'accord. Et la réponse ne sera pas la même pour tout le monde. D'accord. Alors, quelles sont les différentes techniques? Il y a des techniques avec des prothèses et des techniques sans prothèse Alors, il y a qui se développent de plus en plus. schématiquement 3 grands types de techniques utilisées. La première, c'est de mettre une prothèse. Donc, les prothèses, on a des catalogues de prothèses et on mesure sur la patiente la largeur de la prothèse qu'on cherche, la hauteur de la prothèse qu'on cherche, la projection de la prothèse qui sera le plus adaptée à sa morphologie. Et on va chercher dans un catalogue et on va glisser cette prothèse sous le muscle et sous la peau du thorax. C'est une reconstruction qui a le mérite de ne pas faire de cicatrices ailleurs et qui a l'inconvénient d'utiliser un corps étranger. Il y a deux autres, c'est une reconstruction aussi qui nécessite d'avoir une peau thoracique suffisamment souple pour qu'elle accepte de mouler la forme de la prothèse sans l'écraser trop. Parce qu'on enlève la peau quand on enlève le sein. Parce que lorsqu'on fait une mastectomie pour cancer, le plus souvent, on enlève l'aréole et le mamelon. Et si jamais la tumeur se trouve près de la peau et à distance de l'aréole et du mamelon, on peut être amené ou pas à enlever une quantité de peau plus ou moins importante. D'accord. Le deuxième groupe de techniques, ce sont les lambeaux musculo-cutanés ou les lambeaux de graisse et de peau. Il y en a globalement de deux types. Il y a les lambeaux pédiculés. Il n'y en a qu'un, c'est le lambeau de grand dorsal. Le lambeau de grand dorsal, il consiste à aller prendre la laxité et la souplesse du dos à l'endroit où le soutien-gorge est à peu près horizontal. Ça tombe à peu près là. On prend un losange cutané qu'on va laisser attacher aux vaisseaux qui sont sous le bras. J'imite Séverine Alran dans les gestes. Ouais. Qu'on va rester attaché aux vaisseaux qui sont sous le bras. Il va pivoter de derrière et passer devant en restant attaché à son vaisseau. Ça, c'est un lambeau pédiculé. C'est un lambeau qui, selon le volume du sein qu'on a à reconstruire, pourra ou pas bénéficier d'une prothèse pour augmenter son volume ou alors d'un filling. Troisième, un filling, on va en parler juste après. L'autre lambeau possible, les autres lambeaux possibles, ce sont les lambeaux libres. Les lambeaux libres, on choisit un endroit du corps où il y a de la peau et de la graisse en excès et on va aller chercher les vaisseaux qui nourrissent spécifiquement cette palette, les disséquer et ces vaisseaux, ils vont être sectionnés et rebranchés avec un microscope, c'est donc de la microchirurgie, sur des vaisseaux du thorax. Le plus connu, c'est le lambeau du ventre, qu'on appelle le DIEP, qui utilise toute la peau et la graisse qu'il y a entre le pubis et l'ombilic, et qui est transféré sur le thorax. Ce lambeau nécessite, pour qu'il soit intéressant à faire, qu'il y ait à peu près le volume du ventre entre l'ombilic et le pubis, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit bedon quand même pour pouvoir transférer cette palette et pour pouvoir ensuite faire un lifting du ventre et fermer le ventre. Il y a deux autres lambeaux qui sont moins utilisés, qui se situent sur la face interne de la cuisse et la face inférieure de la fesse et qui sont aussi des lambeaux libres. Et dernière technique, qui est la petite dernière de cette panoplie, ce sont les fillings. Les fillings, ça consiste à prélever de la graisse par lipoaspiration et à réinjecter cette graisse sur le sein. Le plus souvent, ça sert à améliorer une reconstruction mammaire, mais ça a totalement changé le résultat de nos reconstructions mammaires. C'est-à-dire qu'on peut sculpter dessus la prothèse ou dans le lambeau. Ça nous permet de faire plusieurs choses. D'abord, de modifier un petit peu la forme du sein telle qu'elle a été reconstruite par la prothèse ou par le lambeau, mais aussi, par exemple, dans les reconstructions par prothèse, d'augmenter l'épaisseur de graisse qu'il y a entre la prothèse et la peau,
ce qui Ouais. permet d'avoir un aspect nettement plus naturel. S'il y a 2-3 mm de tissu qui sépare la prothèse de la peau, on va un peu voir la prothèse sous la peau. Si on arrive à faire 1 cm ou 1,5 cm de graisse, eh ben on va masquer cette prothèse, on va la noyer dans la graisse, et ça a métamorphosé nos reconstructions. Un très faible nombre de patientes peut bénéficier d'une reconstruction exclusivement avec de la graisse. Il faut pour ça avoir la quantité de graisse à prélever. Il faut pour ça avoir un sein à reconstruire qui ne soit pas trop volumineux. Volumineux, Et ouais. enfin, les fillings ont cette particularité qu'on ne peut pas mettre beaucoup de graisse en même temps. On peut mettre qu'une certaine quantité de graisse. Et donc, les patientes qui ont une reconstruction exclusivement à la graisse acceptent de se faire opérer entre 4 et 7 fois, en sachant que c'est de la chirurgie ambulatoire, quasiment sans invalidité derrière. Donc, on rentre le matin, c'est une anesthésie générale, on sort le soir et on a un tout petit peu endolori aux zones de liposuction et pas sur les zones de lipofilling. Et la graisse se résorbe pas quand elle est déplacée et posée sous la peau au niveau du sein? Non, elle ne va pas intégralement prendre. On évalue à entre 20 et 30% notre déperdition en graisse, mais il y a quand même 70 à 80% qui vont prendre. Ouais, Et alors ensuite, c'est comme une greffe de peau ou une greffe de cornée. Une fois que les cellules ont pris, c'est fini, c'est pris et ça ne va plus bouger. Mais il y a une petite déperdition, effectivement, mais qui n'est pas importante et qu'on connaît, dont on tient compte. D'accord. Alors, il y a des femmes qui nous demandent, qui nous posent la question de savoir dans quelles indications on enlève l'aréole et le mamelon et dans quelles indications on le laisse, puisque le résultat esthétique n'est pas tout à fait le même. Je vais répondre, mais je tiens à signaler, par souci d'honnêteté, que je ne suis pas cancérologue, je suis plasticienne. Je ne pose donc Oui, pas les indications. oui, Globalement, schématiquement, lorsqu'il y a eu un cancer du sein et qu'on décide de faire une mastectomie, le plus souvent, on enlève l'aréole et le mamelon, mais que ça supporte des exceptions. En tout cas, d'accord. on est obligé d'enlever l'aréole et le mamelon si le cancer se trouve juste derrière l'aréole et le mamelon. D'accord. Voilà, je vais être assez, pas très précise, mais schématiquement, c'est ça. Automatiquement, c'est ça, oui, mais quand on peut, on le garde, mais dans l'immense majorité des cas, on peut pas le garder. Il y a deux choses, si j'ai bien compris, dans cette exérèse de l'aréole et le mamelon. Il y a le bon sens et le dogme. Le dogme, c'est lors d'une mastectomie pour cancer, on enlève l'aréole et le mamelon. Mais c'est un dogme qui est de plus en plus remis en cause. Oui, Il y a absolument. un cas dans lequel il n'est pas remis en cause, c'est quand la tumeur est derrière l'aréole et le mamelon. Oui. D'accord. Et alors donc, quand on a enlevé l'aréole et le mamelon, il y a un moyen, il y a des moyens quand même de redessiner, de remodeler l'aréole et le mamelon pour donner un aspect de sein naturel, ou en tout cas le plus possible naturel. Oui, et alors là, on a beaucoup appris des tatoueurs artistiques. Mhm. Je dois dire que leur apport dans la reconstruction de l'aréole et le mamelon a été fondamental. Parce que moi, je me souviens, il y a 20 ans, c'était des médecins ou des infirmières qui faisaient les aréoles et les mamelons. En gros, ils faisaient comme une espèce de pastille colorée à l'intérieur, un rond coloré. Et on avait un peu l'idée de colorer les deux côtés pour essayer d'avoir exactement la même couleur, mais on n'était pas très subtil dans notre rond. Ouais. Et puis, il y a quelques années, je daterais ça de 3-4 ans, je ne suis pas très précise, on était quand même jaloux parce qu'on se disait les tatoueurs artistiques, ils arrivent à faire voler des dragons et à faire des trucs absolument incroyables en tatouage. Et nous, un rond, on n'arrive pas à le faire très subtil. Et puis les tatoueurs ont commencé à se spécialiser pour certains dans les aréoles et les mamelons. Et là, on a vu sortir un travail d'une finesse d'exécution au point que dans certains cas, ça dépend du désir de la patiente et des possibilités qu'on a. Donc normalement, quand on fait une reconstruction de l'aréole et du mamelon, c'est une reconstruction de l'aréole plus le mamelon. L'aréole, c'est plan, et le mamelon, c'est en général Oui, c'est ça. en relief. En relief. Ouais. Donc pour nous, le plus simple, l'idéal, c'est de faire
l'aréole en tatouage et le mamelon, d'aller prendre un petit bout du mamelon de l'autre côté. Encore faut-il que le mamelon de l'autre côté d'abord existe, parce qu'il y a des mastectomies bilatérales, et ensuite ait un volume qui permette qu'on en prenne une partie pour le transférer sur ce sein-là. Puis il y a des femmes qui ont des mamelons très peu existants et qui donc n'ont pas besoin d'avoir un relief à travers un chemisier ou un soutien-gorge. Et ce qu'on appelle le tatouage 3D, qui est une appellation un peu délirante parce c'est du 2D, c'est du trompe-l'œil, donne absolument l'illusion d'une aréole et d'un mamelon. C'est d'une finesse de détail impressionnant, mais même l'aréole, elle a des petits plis, elle a des tubercules de Montgomery, elle a des irrégularités. Ça a tout changé. Et ça, c'est fait par qui, alors, du coup? C'est fait par des gens qui sont formés à ça, en majorité des tatoueurs artistiques, mais aussi des infirmières ou des médecins qui voudraient se former au tatouage artistique. Moi, personnellement, je ne tatoue pas, parce que la personne qui tatoue chez nous fait des aréoles absolument magnifiques, et que ça lui prend 2 heures à chaque fois. Et moi, je fais la greffe de mamelon à la fin de l'aréole quand c'est possible. D'accord. Mais alors, on a des questions aussi sur ce que ça coûte, tous ces traitements. Est-ce qu'ils sont tous remboursés par la sécurité sociale, tous pris en charge par la sécurité sociale? Alors, parce que certaines personnes nous disent, et à juste titre, il y a quand même beaucoup d'interventions qui ne sont pas suffisamment remboursées, pas à la mesure de ce que ça coûte en tout cas. C'est parfaitement exact. Il y a toujours la possibilité de se faire reconstruire gratuitement. Tous les centres anticancéreux, tous les services de chirurgie plastique et beaucoup de services de chirurgie qui font de la chirurgie du sein font de la reconstruction. Mais ils privilégient souvent la cancérologie parce que c'est leur vocation à la reconstruction immédiate parce que c'est dans ces services-là que ça doit être fait par rapport à la reconstruction différée. Et donc, il y a des listes d'attente et il y a un peu d'attente et le Covid n'a rien arrangé à cette histoire. Ouais, c'est ça. Ensuite, donc, il y a des patients ensuite, on peut être reconstruite dans le secteur privé. Dans le secteur privé, la sécurité sociale paye en gros le chirurgien. Je pense que c'est pour une reconstruction par prothèse, c'est dans les alentours de 200 et quelques euros. Donc, il y a des dépassements d'honoraires là-dessus qui sont plus ou moins pris en charge par la mutuelle, mais c'est certain que la reconstruction mammaire en France, ça manque de spécialistes, ça manque de plasticiens spécialisés là-dedans, d'abord géographiquement et ensuite en nombre. Ouais, ça c'est sûr. Il y a des patientes qui nous disent qu'elles ont du mal à se faire reconstruire, sauf à devoir payer très cher, surtout les femmes qui habitent dans des zones où il y a peu de plasticiens, en effet. C'est exact. Et alors, on a les patients qui nous posent la question de savoir, celles qui ont eu une reconstruction ont une symétrisation, c'est-à-dire qu'on a tendance aussi à proposer d'intervenir sur l'autre sein. Ben oui, parce que reconstruire un sein, ça n'existe pas. Ce qu'on reconstruit, c'est des seins, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est un volume, une forme et une symétrie. Or, nos reconstructions, elles font des seins relativement juvéniles qui tiennent un petit peu trop. Donc, toutes celles qui ont une hypertrophie mammaire, eh ben, il va falloir réduire le volume parce qu'en reconstruction, on fait des bonnets, on peut aller jusqu'à un bonnet C, jusqu'à un bonnet D, mais on ne va pas vraiment au-delà. Ensuite, comme les seins reconstruits ne tombent pas, toutes celles qui ont hypertrophie ou pas hypertrophie, le sein contralatéral qui tombe, eh ben, on va être obligé de le remonter pour que les deux seins soient au même niveau. Et enfin, celles qui n'ont très peu ou pas de poitrine, on va être tenté de mettre une prothèse des deux côtés parce qu'on va obtenir une symétrie plus facilement, plus certaine, qui se disent « j'en ai toujours rêvé, je ne l'aurais peut-être jamais fait, mais puisque cette histoire m'est tombée dessus, il n'y a pas de raison que je me le refuse si on me le propose. » Et les femmes qui refusent, ou pas qui refusent, mais qui ne souhaitent pas avoir une reconstruction chirurgicale, elles peuvent bénéficier de prothèses externes. Absolument, excusez-moi. Absolument. D'abord, personne n'est obligé de se faire reconstruire.
ça n'a pas de sens. Il y a des femmes qui jugent qu'elles ont suffisamment vu de médecins pour le traitement du cancer du sein pour s'en passer le plus possible. Il y a des femmes qui ne souffrent pas de l'absence de sein. Il y a des femmes qui s'appellent les Amazones, qui disent bon, ben voilà, j'en ai pas besoin. On n'est pas là pour. Ce qu'on répare, c'est pas le sein. Ce qu'on répare, c'est une idée du narcissisme et de la féminité. Parce qu'en fait, les seins, il y en a deux, ça ne sert pas à grand-chose et peu de gens les voient. Donc, c'est vraiment quelque chose pour la personne. Il y a des personnes qui sont très gênées par l'absence d'un sein. Il y a des personnes qui sont gênées dans leur vie conjugale. Il y a des personnes qui sont gênées dans leur vie sportive, de se déshabiller dans un vestiaire, de se sentir pas sûre d'elle, etc. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas gênées. Et alors là, vraiment, aucune raison d'aller les chercher. C'est ça, on les laisse comme ça. Bien sûr. Et c'est une histoire de fait, de couple, de personnes, de la façon dont on se sent plus ou moins mutilé, d'après ce que disent quand même certaines patientes. Absolument. Je trouve ça terriblement. Cela dit, on fait quand même de la chirurgie plastique, si les femmes le désirent, sans reconstruction. Par exemple, c'est bien joli d'être une Amazone d'un côté, à condition que la cicatrice soit nette, sans bourrelet et sans irrégularité. Or, parfois, après une mastectomie et de la radiothérapie, ça n'est pas exactement le cas. Où on peut reconstruire, comme vous le disiez en début, on peut reconstruire que le décolleté. Quelqu'un peut dire, attendez, moi là, j'ai quand même besoin d'avoir un petit renflement parce que j'ai envie de porter des vêtements un peu comme ça, j'ai pas envie de reconstruire le sein, pas envie de me rajouter des interventions. Et là, vraiment, on utilise des fillings, par exemple, pour pouvoir avoir un démarrage de sein qui facilite la vie des personnes qui décident d'utiliser des prothèses externes. Et alors, pour revenir sur le DIEP, sur les prothèses, sur les greffes les lambeaux de grand dorsal du muscle qu'on prend dans le dos pour le transplanter devant et le modeler pour donner une forme de sein, est-ce qu'il y a des conséquences après sur le dos, sur la vie quotidienne, la possibilité de faire du sport, de porter des paquets, etc. Non, dans le sens où le muscle grand dorsal, il est suppléé dans toutes ses fonctions par d'autres muscles. Donc, il n'y aura aucun mouvement qui ne sera pas faisable après un lambeau de grand dorsal. Mais un certain nombre de femmes, je dirais autour de 30%, se plaignent d'un inconfort dorsal, d'un sentiment de carcan un peu serré dans le dos, d'une gêne dorsale. C'est en général des personnes, nous on recommande par exemple beaucoup de faire des sports comme la natation après un lambeau de grand dorsal. Parce que la natation, c'est un sport qui mobilise bien les plans les uns par rapport aux autres et qui le fait de façon très souple. Il n'y a pas d'à-coups, ce n'est pas des coups comme quand on tape sur une raquette de tennis où on reçoit un impact comme ça qui est violent. Donc, il y a une mobilisation, il y a de la kiné, il y a des choses qui permettent d'atténuer cette gêne. D'accord. Et donc, justement, sur cette technique de lambeau, il y a une association avec laquelle on a pas mal parlé, qui est l'association DIEP. Oui, ça c'est pour le lambeau du ventre. Pour le lambeau du ventre, pardon. Ouais. Ça, c'est pour le lambeau du ventre. Qui est une association très active pour informer les patientes justement sur les techniques de reconstruction, pour accompagner les patientes dans leur parcours de reconstruction, qui représente les usagers du système de santé, qui est une association essentiellement d'information et d'accompagnement, puisqu'il y a des permanences et des relais d'information à Paris, à Orléans et à Poitiers, avec des bénévoles qui répondent aux questions des patients qui s'interrogent sur le type de reconstruction. Alors, il y a un grand prosélytisme DIEP qui est parfaitement compréhensible parce que c'est vraiment la technique qui va donner la plus sophistiquée, celle qui va donner un sein souple, le plus naturel possible. Il y a une idée de la reconstruction autologue qui est très écologique par rapport à l'idée d'utiliser une prothèse, mais c'est un peu fantasmatique comme idée. C'est vrai que les reconstructions par DIEP sont magnifiques, à condition
dans mon expérience, dans les patientes que je vois, moi je ne suis pas une diépiste. Hein. À l'Institut du Sein, il y a 3 plasticiens qui font du diep. Moi, j'en fais pas. Je suis extrêmement admirative de la technique quand l'indication est bien posée. Parce que si elle est mal posée, les séquelles, c'est sur le ventre. Et pour qu'un diep soit joli, il faut vraiment qu'on puisse fermer le ventre sans excès de tension. Il ne faut pas un diep, ce que j'appelle un diep tiré par les cheveux. C'est-à-dire qu'on veut absolument faire un diep, qu'on a besoin quand même d'un certain volume pour que le bénéfice du diep soit complet, même si on peut faire des fillings autour. Et si la cicatrice du ventre est très haute et large et que ça a tiré dessus, il n'y a pas que des avantages à ce moment-là au diep, alors que quand on a une indication facile, évidente de diep, c'est vraiment gagnant-gagnant, et sur le ventre et sur le sein. C'est ça, cette association dont je parle, c'est une association qui a été créée justement par 4 femmes qui avaient eu ce type de reconstruction et qui en étaient contentes. Les femmes qui ont eu un cancer du sein sont souvent des militantes et ont vraiment un désir d'aider les autres à traverser cette épreuve qui m'émeut beaucoup à chaque fois. C'est ça. On voit des jeunes femmes sur Instagram formidables qui montrent leur combat face à la maladie. Formidable. Et qui sont vraiment très chouettes. Ouais. Il y a des patientes qui font des tatouages aussi sur les cicatrices. Oui. Moi, je me souviens d'une patiente qui m'avait beaucoup émue. Elle avait l'aréole tombait bien sur la cicatrice, mais on voyait la partie externe de la cicatrice de mastectomie et elle avait fait tatouer pour cacher cette cicatrice un ange qui veillait sur son sein. Et je trouvais ça très, très, très joli comme image et l'ange était très beau. Mais on peut aussi faire des fleurs. Il y a des tatouages magnifiques. Il y a des tatouages magnifiques, absolument. Il y a un homme qui nous demande si on peut faire des reconstructions chez les hommes aussi. Comment ça se passe? C'est très simple en général. La technique du lipofilling est à privilégier, évidemment, parce qu'on n'a pas pu enlever énormément de seins, parce que ce n'est pas quand même un volume important. Par contre, dans le cancer du sein chez l'homme, l'aréole et le mamelon sont toujours retirés. Donc la reconstruction va associer un filling si jamais il y a un manque de volume et surtout une reconstruction de l'aréole et du mamelon. C'est une reconstruction assez facile. Une reconstruction donc avec du tatouage, avec un tatouage pareil. Avec un tatouage, avec ou sans greffe de mamelon si le mamelon de l'autre côté est important, mais c'est rare, un tatouage doit suffire, souvent. Un tatouage suffit pour les hommes. Et un peu, si ça colle un petit peu, si ça une petite dépression et que ça manque un tout petit peu de relief, peut-être un petit filling. D'accord. Et il y a une jeune femme qui nous dit que le chirurgien n'a pas voulu envisager de reconstruction parce qu'elle fumait et que le tabac est délétère sur la cicatrisation. Et donc, on lui a demandé d'attendre et elle n'en peut plus d'attendre. C'est-à-dire que si elle attend en continuant à fumer, il faut attendre un petit moment. Alors, il y a des techniques qui sont hors de question à partir du moment où quelqu'un fume. On ne fait pas de lambeaux libres. Ça, c'est certain. Ouais. Ensuite, on peut décider avec une patiente de faire une reconstruction même si elle n'arrête pas de fumer. C'est un choix, c'est un risque qu'on prend à deux, le chirurgien et la patiente, mais il faut bien que la patiente soit consciente que son risque de complication est supérieur à quelqu'un qui ne fume pas. Et les complications, c'est quoi? C'est surtout la cicatrisation qui est de moins bonne qualité? C'est la vascularisation pour les lambeaux. La vascularisation passe beaucoup moins bien. Et c'est les complications de cicatrisation, c'est-à-dire qu'une suture de mastectomie, elle a plus de chances de s'ouvrir ou de s'infecter sur une patiente qui fume par rapport à une patiente qui ne fume pas. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment délétère et il faut éviter de fumer pour se faire reconstruire. Enfin, il faut éviter de fumer tout court. Oui, d'abord, il faut éviter de fumer tout court. Puis ensuite, il y a fumer et fumer. Ce n'est pas la même chose quelqu'un qui dit fumer 5 cigarettes par jour que quelqu'un qui fume un paquet par jour aussi. Oui, donc il y a des hiérarchies, mais ça se discute. Ça se discute. Mais bon, de toute façon, il faut arrêter de fumer. De toute façon, il faut arrêter de fumer.
Et donc, vous qui êtes chirurgien plasticien, donc vous intervenez après l'intervention des cancérologues, quand c'est une reconstruction en un temps, une reconstruction immédiate. En Donc, les reconstruction cancérologues. immédiate, les cancérologues avec qui je travaille sont plasticiens aussi, donc ils font leur reconstruction. Moi, en reconstruction immédiate, je fais des mastectomies prophylactiques, c'est-à-dire des mastectomies à des patientes qui n'ont pas de cancer, donc elles n'ont pas besoin d'un cancérologue, mais qui se font retirer le ou les seins de façon préventive parce que soit elles ont une mutation avérée type BRCA1, BRCA2, mais maintenant il y a d'autres mutations qu'on sait rechercher et qui favorisent les cancers du sein, soit elles ont une histoire familiale qui fait suspecter qu'elles ont une mutation mais qu'on ne la connaît pas et donc on n'arrive pas à la chercher. Mais quelqu'un qui raconte que sa mère, ses sœurs, ses tantes, etc., ont toutes eu un cancer du sein, même si on ne retrouve pas une mutation, on va suspecter qu'il y a un problème d'hérédité dans ce cancer du sein. Et ces patientes-là, du coup, il n'y a pas de tumeur, on enlève quand même l'aréole et le mamelon? Absolument pas. C'est en général en mastectomie prophylactique, enfin on conserve toujours l'aréole et le mamelon. C'est ça. Donc, c'est pas tout à fait la même Non. chose. Mais on échange un risque à long terme contre un petit risque immédiat. C'est-à-dire que la mastectomie prophylactique, certes, met bien à l'abri du cancer du sein, mais l'intervention en elle-même comporte des petits risques locaux, pas des petits risques de santé, qui fait que ce n'est pas du 100% qu'on a un résultat parfait. D'autre part, ce n'est pas la même chose de faire une mastectomie prophylactique à quelqu'un qui vient avec un bonnet B ou C que de faire une mastectomie prophylactique à quelqu'un qui arrive avec un bonnet H, par exemple, parce que ça devient une intervention qui est plus difficile. Alors après, on a une question sur les complications à long terme, et en particulier une patiente qui a eu une prothèse et qui a fait une coque sur une prothèse. Alors, qu'est-ce que c'est une coque sur une prothèse? Une coque, quand on a un corps étranger quelque part, le corps va l'isoler par une membrane qui forme ce qu'on appelle une capsule. Normalement, cette cicatrisation autour de la prothèse est souple. Quelquefois, cette cicatrisation enserre complètement la prothèse et la fige. C'est une espèce de cicatrisation fibreuse, constrictive autour de la prothèse qui déforme la prothèse et qui fait que le sein, il est dur, souvent trop haut et parfois un peu douloureux. Ce risque de coque qui existe en chirurgie esthétique aussi quand on met une prothèse est multiplié par 10 par la radiothérapie. Ouais. Donc, et en particulier, si on irradie une prothèse après qu'elle ait été posée, il y a aussi des risques importants de coque. Il semblerait que une intervention à distance, alors il y a différentes techniques pour traiter la capsule, associée à un filling, c'est-à-dire à l'injection de cellules qui n'ont pas eu de radiothérapie, de graisse autour de la coque, diminue le risque de récidive de coque. Donc ça se traite, c'est fréquent après une reconstruction mammaire et on peut souvent y remédier. Réintervenir. Oui, y remédier, c'est-à-dire obtenir un meilleur résultat. D'accord. Et quand on a mis une prothèse donc artificielle, il faut les changer au bout d'un certain nombre d'années ou on peut les garder ad vitam aeternam? Ni l'un ni l'autre. Quand on cohabite avec un corps étranger, avec une prothèse, il y a de la maintenance. Il y a de la surveillance. Un implant cristallin, il y a de la maintenance. Des stents cardiaques, il y a de la maintenance. Une valve cardiaque, ça se surveille. Ben, une prothèse mammaire aussi. Donc, mais il n'y a pas de date de péremption. Ce n'est pas un yaourt. D'accord. Pas marqué tel jour, il va falloir l'explanter. Donc, ces prothèses vont être surveillées. Sur les patientes qui ont eu un cancer du sein, cette surveillance va se confondre avec la surveillance en général. Et un jour, on va dire à la personne, eh ben, il y a des signes de rupture de prothèse. Les prothèses que nous utilisons actuellement sont des prothèses qui ont des gels cohésifs. Ça signifie que si je coupe la prothèse en deux, ça ne coule pas. Le gel reste concentré.
Donc, le diagnostic est fait le plus souvent à l'échographie. Il faut effectivement changer la prothèse, mais ce n'est pas une urgence. Il faut le faire dans les mois qui viennent. La durée de vie des prothèses varie entre des extrêmes qui vont quand même de, je dirais, 7 ans à 30 ans. Ouais. En fait, les réinterventions en reconstruction mammaire sont plus fréquemment justifiées par une détérioration de la symétrie entre les deux seins quand il y a une prothèse d'un côté et pas l'autre, plus que par les ruptures de prothèse. Ça arrive, les ruptures de prothèse. Je pense qu'il y a une durée de vie moyenne, je ne la connais pas exactement, mais je pense que la durée de vie moyenne des prothèses, elle doit se trouver autour de entre 13 et 15 ans sans doute. Mais ça, il ne faut pas les changer de façon préventive. Globalement, on change une prothèse mammaire dans 2 cas. Soit elle est rompue à l'échographie, soit le résultat n'est pas bon, que ce soit pour des raisons de symétrie ou de volume. Par exemple, si quelqu'un a une reconstruction mammaire par prothèse et un sein naturel de l'autre côté, et qu'elle prend 20 kilos, bah, le sein naturel, il va grossir, la prothèse ne va pas grossir, et donc il y a des évolutions dans le temps qui sont des facteurs d'asymétrie des seins et qui sont souvent des raisons de réintervenir. Et c'est vrai qu'on réintervient beaucoup moins souvent pour les lambeaux que pour les prothèses. Ouais, même si dans les lambeaux, on met des prothèses. Oui, non. Même si dans les lambeaux, on met des prothèses, même si derrière on met un grand dorsal, on met une prothèse, on a une laxité cutanée qui permet un naturel qui est meilleur. Qui reste satisfaisant pendant beaucoup plus de temps. Ah, on a perdu le docteur Sarfati. Excusez-moi, on a été coupé. Ouais, on a vu. Je suis désolée, un appel et je ne sais pas comment faire. Ben non, c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Je suis désolée. C'est que vous allez là du direct? Oui. Bon, on a fait quand même pas mal le tour des différents traitements. Donc les questions qui reviennent, c'est pas mal la question de la prise en charge, même à distance, justement, quand il s'agit de réintervenir 10 ou 15 ans après pour des défauts de symétrisation. C'est selon les patientes, les femmes se plaignent, et à juste titre. Mais beaucoup témoignent de la bonne qualité des reconstructions et des bénéfices des reconstructions, en tout cas des reconstructions des mamelons par le tatouage. Ça, c'est quand même une grande avancée. Oui, je suis d'accord. Et donc, une dernière question, il y a des femmes qui nous posent la question de la surveillance. Quelle que soit la technique, la surveillance reste une mammographie annuelle, même quand on a un DIEP ou un lambeau de dorsal? Non. La mammographie ne se justifie que quand il y a un sein. C'est ça. On ne fait pas de mammographie quand il n'y a pas de sein, et surtout pas de mammographie quand il y a une reconstruction par prothèse. Ça ne veut pas dire qu'une échographie ou qu'une IRM, qu'il n'y aura pas d'examen sur cette reconstruction. Mais la mammographie ne sera plus l'examen idéal. Donc l'examen de surveillance, ça va être l'examen clinique. Examen clinique, échographie, IRM. Oui, c'est ça. Plus besoin de faire de mammographie sur un sein qui n'existe pas. Oui, bien sûr. Et donc là, on a encore une autre question sur les luxations de prothèse. Enfin, ce que nous, on appelle une luxation de prothèse, quand une patiente qui dit que sa prothèse se promène sur le côté sous l'aisselle quand elle est allongée sur le dos. C'est exact, je vois bien de quoi elle parle. Il faut comprendre l'intervention pour voir ce qui se passe. Pour faire une prothèse, on fait un décollement, une loge, dans laquelle on va placer la prothèse. Cette prothèse est normalement, la prothèse, elle ne bouge pas et les tissus cicatrisent autour et ensuite, ça ne bouge pas. Dans certains cas, il y a des patientes qui font, je dirais, l'opposé d'une coque. Les problèmes de luxation, c'est des problèmes opposés d'une coque. Quand on fait une coque, on fait une loge qui se rétrécit par la pression de la cicatrisation fibreuse autour. Certaines personnes ont des patientes qui ne réagissent pas, dont les tissus ne réagissent pas à la prothèse, et où la loge reste de la taille du décollement qu'on a fait lors de l'intervention,
d'intervention. voire même que la prothèse augmente les décollements, c'est-à-dire elle glisse un peu vers le bas ou vers le haut. Alors, nous, on aime bien qu'il y ait un certain degré de mobilité de la prothèse, parce que ça correspond à la mobilité des seins et le fait que quand une patiente est allongée, elle n'a pas les seins qui se dressent de la même manière que quand elle est debout. Mais c'est vrai qu'on a des problèmes avec des loges les prothèses qui glissent vers le dehors ou vers le bas, et que c'est assez casse-pied, on peut opérer, il y a différentes techniques pour limiter ces loges. Mais c'est pas facile. C'est pas de la chirurgie lourde, mais c'est jamais de la chirurgie lourde, le sein. On est toujours dans de la chirurgie de superficie. Donc, c'est pas de la chirurgie lourde, mais il peut y avoir des récidives et c'est un problème qui peut être casse-pied. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour des différents traitements, des différentes possibilités de traitement pour la reconstruction des seins de femmes qui ont été opérées pour un cancer. Voilà. Je crois que tout ça a été très clair. Merci beaucoup. Et donc, bah ouais, c'était super. C'était assez agréable. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, donc j'imagine que On a fait le tour du sujet. les femmes qui nous ont... Ouais, qu'on a fait le tour du sujet, que les femmes ont été contentes des réponses que vous leur avez apportées. J'espère. Ben ouais, j'espère. C'est très bien. Moi, je suis ravie. Donc, je vous remercie beaucoup. Moi aussi, je vous remercie. Voilà, avec Nabla, on a d'autres lives. On en a un avec le site Dans ma culotte sur les règles mercredi prochain. Et tous les autres lives, le programme, vous pouvez le voir directement sur le site de Nabla. Voilà, très bonne soirée à tout le monde. Au revoir Isabelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Vous aussi.